La revue de presse effectuée par un politique. Aujourd'hui, place à l'UDI. Bonjour Philippe Vigier, vous êtes porte-parole de l'UDI. C'est le parti de Jean-Louis Borloo. Vous êtes également député d'Eure-et-Loir. Traditionnellement, on pose une ou deux questions d'actualité avant d'entamer la revue de presse. Mais en fait, comme les articles que vous avez choisis nous ramènent directement à l'actualité, eh bien, on va partir tout d'abord sur ce premier papier. C'est une interview d'ailleurs, parue dans le Figaro lundi dernier. C'est une interview de Jean-Marie Le Guen, donc socialiste, qui affirme qu'il faut reculer l'âge du départ à la retraite à 62 ans dès 2015. Vous y voyez là, de votre point de vue en tout cas, un petit peu de lucidité, non ? Écoutez, d'abord bonjour, moi je vais vous dire que Jean-Marie Le Guen a montré que les socialistes, lorsqu'il y a eu la campagne présidentielle, en fait ont menti. Rappelez-vous les grands débats à l'Assemblée nationale, lorsque le gouvernement précédent avait eu le courage de dire qu'il fallait partir plus tard à la retraite, parce qu'on a la chance de vieillir plus longtemps. Donc vous savez que l'âge de départ à la retraite est passé de 60 ans à 62 ans. Et là, Jean-Marie Le Guen dit, dès 2015, il faudrait partir à 62 ans. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le déficit est annoncé d'une vingtaine de milliards. C'est-à-dire qu'il faudra bien que l'on cotise plus longtemps. Il n'y a pas 36 solutions. Soit on baisse les retraites, soit on augmente le coût des cotisations, donc en fait, on a moins de pouvoir d'achat, soit on part plus tard. Eh bien, il faut partir plus tard. Alors nous disons à l'UDI, avec Jean-Louis Borloo, avec Hervé Morin, écoutez, il y a urgence. Il y a urgence parce que les retraités, dès janvier de cette année, on leur a enlevé 0,3%. C'était discret. Mais on sait que l'année prochaine, c'est 0,3 sur la CSG, enfin pour ceux qui sont imposables par définition. Non, mais ce sont des cotisations complémentaires. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, on est en train d'imaginer si oui ou non on va désindexer. C'est-à-dire qu'en fait, si l'inflation augmente, par exemple, de 2%, on n'augmenterait plus la retraite que de 1%. Pour les retraites on ne peut pas faire ça pour les retraités. Donc, il faut du courage. Le courage, c'est de dire... Visiblement, c'est peut-être le premier à le dire, mais on sait bien qu'il y a une commission qui va se réunir, qui rendra ses conclusions en juin. Le gouvernement prendra une décision à ce moment-là. On s'achemine, a priori, d'après ce qu'on sait vers ça. Donc, écoutez, moi, je souhaite que le gouvernement fasse preuve de courage. Et Jean-Marie Le Guen trace une voie. Nous disons... 62 ans en 2015, et nous disons, il faut avoir le courage de le dire maintenant, en 2020, il faudra partir minimum à 65 ans. C'est ce que font tous les pays qui nous entourent. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un qui a cotisé pendant 40 ans, 42 ans, 43 ans, puisse voir son niveau de retraite baisser, parce qu'on sait que l'inflation, à un moment ou à un autre, elle repartira. Donc ce gouvernement, vous avez dit, on reviendra sur cette décalage, cette réforme importante de la retraite que nous avions fait il y a 2 ans, eh bien, est en train d'avaler malheureusement toutes ces promesses de campagne. Jean-Marie Le Guen, je l'espère, va amener ses amis politiques à plus de réalisme. Nous irons dans cette voie. Bon, donc en résumé, on a menti pendant la campagne, mais maintenant les socialistes sont sur la bonne voie. Je résume votre pensée comme ça. Les socialistes, une petite partie des socialistes, parce que Jean-Marie Le Guen est quelqu'un qui fait partie des sociodémocrates, qui souvent osent plus dire la vérité que d'autres. Mais d'après vous, quand on regarde par exemple hier, lettre de cadrage, 5 milliards d'économies à faire, vous dites là aussi les socialistes sont sur la bonne voie, ça y est, ils ont pris conscience que ce ralentissement économique entraîne de moindres rentrées fiscales, et voilà, ils sont dans les clous. Écoutez, vous savez qu'à l'UDI, nous avons toujours dit avec Charles de Courson, et depuis longtemps, qu'il fallait diminuer évidemment le déficit public. Si vous avez autant de déficit public, si le train de vie de l'État reste ce qu'il est, il n'y a plus de marge de manœuvre pour investir. Et on en paye cher la facture. Donc là, moi j'ai du courage. Nous, tout ce qui permettra de proposer une diminution des dépenses publiques, nous irons là-dessus. Et d'ailleurs, nous avons dénoncé justement ce que proposait le gouvernement pour 2013. C'est 2 tiers d'impôts en plus et 1 tiers de diminution des dépenses de l'État. Voilà. Donc il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait moins de dépenses publiques dans ce pays. Bon, avant d'en venir au deuxième papier, c'est ça l'UDI en fait. Des fois on applaudit le gouvernement, des fois c'est le carton jaune, voire le carton rouge. C'est pas ça, c'est que l'UDI, accordez-moi que l'UDI, avant c'était l'UDF ou le Nouveau Centre, on a toujours dit les mêmes choses. Moins de dépenses publiques, dire la vérité, du courage. Et pour cela, malheureusement, nous étions toujours minoritaires, on n'a pas su faire passer nos idées. Donc le gouvernement, on fera des propositions, qu'ils nous suivent. Et puis regardez les contrats d'avenir, puisque vous voulez dire, on a voté par exemple les contrats d'avenir, parce qu'on considère que pour le chômage des jeunes, il faut apporter une réponse. François Bayrou, d'ailleurs, le disait en 2007, pendant la campagne présidentielle. J'étais un des compagnons de François Bayrou, qui était UDF à l'époque, et qui disait cela. Il a du mal en ce moment, comme quoi, vous voyez qu'on a un peu de colonne vertébrale. Ouais. Vous lui dites, reviens à la maison, non on lui dit que... je crois qu'il est assez désenchanté, parce qu'il voit que François Hollande, chaque jour, renie un peu les promesses de campagne. Mais vous lui tendez la main, quand même.
Écoutez, si un jour il veut revenir dans la maison, il reviendra. Mais en tout cas, simplement, c'est que nous avons toujours dit que nos alliances étaient claires. Ce sont des alliances avec l'UMP, nos partenaires de l'UMP, et que malheureusement la France est bipolaire. Donc il faut faire en sorte qu'il y ait deux familles entre le centre et la droite qui soient fortes. Allez, on arrive à la réforme du marché du travail avec un article de Libération. C'est pas un article d'ailleurs, c'est une interview croisée du ministre du Travail et du numéro 1 de la CGT. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix? Parce que, là encore, l'UDF, depuis longtemps, et l'UDI, avec Jean-Louis Borloo, nous disons qu'il faut plus de dialogue social. Et ce pays, vous savez, on compare souvent la France à l'Allemagne. Il y a une absence de dialogue social, et c'est très marquant en France par rapport à l'Allemagne. Et donc, cet accord du 11 janvier, qui n'est pas l'accord du siècle, ni l'accord historique, c'est une avancée. C'est une avancée. Face à un marché du travail qui est en pleine évolution, cette avalanche de plans sociaux, on voit bien que maintenant, il faut que les entreprises puissent plus s'adapter, évidemment, à la charge de travail. Il faut aussi que les salariés aient plus de protection. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous êtes au chômage. Vous avez encore 6 mois d'indemnisation du chômage devant vous. Je vous embauche dans mon entreprise. Je vous prends pendant 4 mois. Vous travaillez très bien, mais au bout de 4 mois, j'ai plus de boulot. Donc je vous licencie. Eh bien, vous retournez au chômage, mais vous avez perdu votre protection sociale. Donc c'est ce qu'on appelle les fameux droits rechargeables. C'est un peu compliqué. Oui. J'ai pris cet exemple très simple. Donc les salariés seront plus protégés. Donc cet accord va dans le bon sens. Il est équilibré à mes yeux, mais, je dis bien mais, il y a des points sur lesquels on doit aller plus loin. Je vais en prendre un au moins. Oui. C'est ce qu'a fait l'Allemagne très bien avec le chômage partiel. Vous savez qu'en 2002-2003, l'Allemagne avait d'immenses difficultés. Avait plus de chômage que nous n'en avions. Eh bien les Allemands, modernes, ils ont su activer ce chômage partiel, payé en grande partie par l'État, une partie par les entreprises, donc mieux s'adapter à la conjoncture. Donc vous allez le voter en souhaitant quand même quelques ajouts, même si François Hollande avait dit, normalement le texte on n'y touche pas, c'est les partenaires sociaux qui l'ont négocié, qui l'ont adopté. Bon, mais vous souhaitez quand même, Hollande avant de le voter, de tenir ses troupes, parce que déjà, l'aile gauche du PS, on a compris qu'il y avait effectivement une salve près, est déjà prête à boucher les trous. Dernier article, parce qu'on arrive au bout de cette revue de presse, 27 milliards pour le super métro. Alors là, c'est un article de l'Écho républicain, c'est vrai qu'on cite plutôt la presse nationale. Le journal d'Eure-et-Loir. Voilà, votre journal, le journal d'Eure-et-Loir. Pourquoi ce choix? On le devine un peu, parce qu'il est question des amendes qui risquent d'augmenter pour financer le super métro parisien, francilien plus exactement. D'abord, une idée géniale, le Grand Paris, une métropole parisienne. Il n'y aura pas de rayonnement international sans métropole très forte. Métropole très forte, moyen de transport pour circuler, très important, parce que Paris est en retard. Regardez Londres, les progrès considérables qu'ils ont fait. Une idée quand même portée par une fois de plus des hommes de l'UDI. C'était Christian Blanc qui a été à l'origine de tout cela, Maurice Leroy qui a continué. Et là, on sait qu'il faut une trentaine de milliards pour faire en sorte de réaliser ce réseau de transport. Et donc le gouvernement nous dit... Et ça, vous aimez pas? Non, ce qu'on nous dit, écoutez, de doubler les amendes, de passer de 17 à 35 euros, c'est du racket. Vous savez, les PV électroniques, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir ça. Moi, j'ai vu ça un jour sur mon pare-brise, c'est extraordinaire. Vous ne savez même pas que la paire-manche est passée et vous payez 35 euros. C'est comme d'ailleurs les fourrières dans Paris. C'est une arnaque totale. Donc, il faut trouver des moyens de financement. Je voudrais quand même dire une chose. Rapidement, j'ai une question à vous poser encore. Parce que l'Écho républicain... Enfin, Jean-Marc Ayrault, quand même, a menti lorsqu'il dit que le projet n'était pas financé. Le Premier ministre, là-dessus, aurait mieux fait de réfléchir une seconde. Et d'ailleurs, il a avalé sa salive sur le fait qu'on ne doublera pas les PV. Allez, paf, ça c'est pour le Premier ministre. À la une de l'Écho républicain, il y a aussi Nicolas Sarkozy qui entretient le doute. Alors, c'est ces propos qu'il a tenus, rapportés par Valeurs Actuelles. Qu'est-ce que vous dites? Ouf, faut qu'il revienne, ou alors non, on n'a pas besoin de lui? Écoutez, on est à 4 ans des élections présidentielles. Croyez qu'on n'a pas autre chose à faire pour l'instant que de s'occuper de la compétition des petits chevaux. Nicolas Sarkozy a été président de la République. On verra le moment venu ce qui se passera. Moi, je vais vous dire une chose. C'est pas un non fermé définitif. Mais pas du tout. Quoi qu'il arrive, on verra bien. Vous savez, jamais injurier l'avenir. Mais là, il faut s'occuper de la France. Quand on voit cette avalanche de plans sociaux, on doit réagir. Merci beaucoup Philippe Vigier, porte-parole de l'UDI, donc le porté de Jean-Louis Borloo. La parole était aux centristes ce matin. Merci beaucoup. Tout de suite, un nouveau journal sur LCI.